Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires, bonjour, merci d'être avec nous. C'est une déclaration de guerre du Yémen contre Israël. Écoutez, il ne faut pas s'étonner, les Houthis qui représentent 35% de la population yéménite, c'est une secte chiite zaïdi, donc qui répond directement du guide suprême iranien, qui a été armé, financé et entraîné par les gardes révolutionnaires iraniens et qui a mené la guerre pendant plusieurs années, depuis 2015, face à l'Arabie Saoudite et la coalition arabe contre les Houthis. Les Houthis donc sont surtout armés de missiles de croisière, des missiles de courte portée, de longue portée et des missiles balistiques qui ont été, je dirais, expérimentés sur le champ en tirant sur l'Arabie Saoudite à maintes reprises. Merci Jacques, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver notre reporter Pierre Clochendler. Bonjour, vous êtes à la frontière sud. Les forces de Tsahal combattent désormais au cœur de Gaza, Pierre. Oui, il y a une progression des forces terrestres de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza. On est au 5e jour de l'offensive terrestre. Il y a à l'heure actuelle des combats très lourds dans la région du camp de réfugiés de Jebalia, dans le quartier de Zaytoun, qui sont juste à l'entrée de la ville de Gaza. Il semblerait que la ville de Gaza est encerclée par le sud, l'est et le nord. À l'heure actuelle, il y a des bombardements extrêmement sévères, aussi bien de l'artillerie israélienne, de la navale que de l'aviation israélienne. On entend clairement les booms des explosions qui ont lieu sur Jebalia, qui se trouve juste derrière moi. Il y a eu, depuis hier, 11 soldats tués, dont l'armée a confirmé la mort, 9 de l'infanterie Givati, du bataillon d'infanterie Givati, et 2 d'un bataillon de tanks par des tirs anti-tanks sur un véhicule blindé transportant les troupes, et aussi par un explosif qui aurait explosé sous un tank et provoqué la mort des 2 tankistes. À l'heure actuelle donc, juste depuis le début des hostilités déclarées par le Hamas contre Israël le 7 octobre, il y a eu 11 000 cibles qui ont été touchées par l'armée israélienne, que ce soit par l'air, la navale ou l'artillerie ou par les forces terrestres. 11 000 cibles touchées à l'heure actuelle. Et la progression est telle que l'on peut dire que l'armée israélienne grignote d'une façon extrêmement contrôlée du territoire du nord de la bande de Gaza. Ils ont à peu près progressé d'une dizaine de kilomètres. Et merci Pierre Clochendler en direct de la frontière sud d'Israël. Et Pierre Clochendler l'a annoncé, 11 soldats sont tombés depuis hier. 9 nouveaux soldats ont été annoncés aujourd'hui. Vous pouvez voir leurs noms et leurs photos sur votre écran. Plusieurs terroristes des attaques du 7 octobre ont été capturés et interrogés par le Shabak, les services de renseignement intérieur israéliens. Des extraits de leurs interrogatoires ont été diffusés, un sujet adapté par Eric Fendler. Des milliers de tonnes de bombes tombent sur la bande de Gaza depuis déjà presque un mois. À la liste des cibles potentielles des différents services de renseignement sont venus se rajouter de très nombreuses autres cibles, alors que les forces se battent sur le terrain. Les nouvelles informations proviennent de ces pièces où le Shabak, le service des renseignements israéliens, interroge les terroristes du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre. Des centaines de terroristes, dont ceux du Hamas, et leur unité, la mieux entraînée, les forces Nourba, ont été faits prisonniers lors des combats du 7 et les jours suivants. Beaucoup d'informations d'extrême importance, pouvant même quelquefois sauver des vies, ont été rassemblées lors de ces premiers interrogatoires. D'autres renseignements aident l'armée en temps réel pour mener des attaques plus précises. Il y a déjà des exemples où l'information obtenue est déjà transformée en cible en moins de 60 minutes.
Précision importante, toutes les informations présentes dans ce reportage ont passé la censure militaire afin de ne rien dévoiler d'important avant d'être diffusées. Ces gens sont les forces du mal incarné, mais ils détiennent des informations de la plus haute importance. Dès qu'ils ont été arrêtés, commence une véritable course contre la montre. Un interrogatoire en temps de guerre est la lecture d'une bombe à retardement, car n'importe quelle bribe d'information est susceptible durant les combats de sauver des vies, changer le résultat des combats ou de l'avancée des forces sur le terrain. Les agents traitants du Shabak n'ont pas le privilège de mener un interrogatoire en bonne et due forme sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec le maximum de temps pour recueillir un maximum d'informations. Le temps est un élément critique qu'il faut traiter dans toute son importance. Chacun des terroristes que nous interrogeons a un potentiel d'information de première importance, plus ou moins important le concernant ou concernant son unité, ou même carrément sur l'organisation, la région où il évoluait. Nous avons des indications, nous n'avançons pas à l'aveugle et savons à qui nous avons affaire. Ensuite, nous recoupons ces informations avec celles que nous avions déjà et comparons aussi les données obtenues des différents terroristes pour s'assurer de leur véracité. C'est là que l'agent doit faire appel à tous ses dons d'agents de renseignement, car ils sont face à des gens qui encore quelques heures avant ont tué, égorgé, violé et brûlé femmes et enfants, morts ou encore vivants. C'est là qu'il faut les mettre sous pression et les faire mentalement craquer. Un autre problème auquel les agents du Shabak sont confrontés est que nous ne connaissons pas les gens ni ne savons qui ils sont. Beaucoup savent aussi rester dissimulés ou usurper des identités. Certains ont directement parlé sans même avoir eu besoin d'être menacés. L'agent va tenter de rassembler les moindres détails, la moindre faille, toute information pouvant être retenue. Et le tout, une fois rassemblé, donnera une image plus précise du terroriste qui est assis face à nous. Le décodage, le décryptage des données obtenues doit d'abord se faire au niveau mental et psychologique. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons au cinéma. Nous restons dans les limites de ce que la loi nous autorise. J'irai même plus loin en vous disant que les interrogatoires appelés musclés n'apportent pas nécessairement dans ces cas-là un meilleur résultat. Il est clair qu'aucun ne dit ce qu'il sait de son plein gré. Il faut s'en rappeler. Dans le monde du renseignement, il y a un proverbe qui dit que si le citron était intelligent, il donnerait tout son jus sans se faire presser. Lors d'interrogatoire, s'il arrive qu'il faille presser sur le citron, c'est beaucoup plus qu'une obligation. Un interrogatoire, c'est un peu une partie d'échec entre l'agent et le terroriste, jusqu'à la cassure mentale de l'individu face à nous. Lors d'un interrogatoire, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'aspects psychologiques aussi. Les agents sont spécialisés dans la lecture du langage corporel et savent lire et traduire chaque réaction de l'individu interrogé. Pourquoi il bouge, se dandine sur sa chaise, bouge ses mains et bien sûr pourquoi tout à coup il se met à transpirer. Il est primordial que les terroristes ne puissent à aucun moment coordonner leurs versions et leurs déclarations. C'est pour cette raison qu'ils restent isolés les uns des autres jusqu'à ce que l'agent traitant pense qu'il en a tiré le maximum. Mais il y a aussi des cas particuliers. Au tout début de la guerre, cette vidéo est apparue. On y voit des terroristes que l'on oblige à écouter des heures durant une chanson enfantine en boucle. Ce n'est pas par hasard. La musique permet d'empêcher les terroristes de discuter entre eux et de ne pas les laisser se détendre, mais au contraire rester dans un état de stress constant.
لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها أنا مرمية بس ما قربتش منها يعني طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته أنا بعدها كان في واحد بالجنينة. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا. لا. On ne peut pas occulter le fait que l'agent des renseignements a lui aussi vu et vécu quelques heures ou quelques jours avant ces horreurs sur lesquelles il enquête. Nous sommes assis en face d'un individu dont nous savons déjà ce qu'il a fait. Vous devez à ce moment-là absolument annihiler tous vos ressentiments et vos émotions. On devient un analyste froid, tout en fixant droit dans les yeux et enquêter, poser des questions encore et encore. واحنا راجعين وراه كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنه او 15 سنه. شو عملتوا في البنت؟ عند البنت وقفت صوروا معها سيلفي. Si à ce moment-là, le terroriste que vous interrogez demande un café ou une cigarette pour se mettre à table, comme on dit, et avouer ses crimes, il faut lui donner. Et si au contraire, le fait que l'agent soit plutôt avenant à son égard l'aide à parler et à avouer, ou même s'il s'agit de trouver un point commun très personnel, l'agent des renseignements ira dans cette direction afin de recueillir de meilleurs aveux. Bien que d'un point de vue personnel, on comprend facilement ce que ça coûte comme effort à l'officier qui traite cela et qui est assis devant un des pires assassins qui existent. طلقة واحد عنها وطلقة هذاك في رجله اليمين. بعد ما طخيت صار زعق علي سلام يقول لي ليش طخيت؟ يقول لي عجبتك تضيعش طلقاتك. حافظها طلقات. زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. كان بدك شو كان بده تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ أقتل بده. Grâce à ces agents du Shabak et des autres services de renseignement, seront rassemblées de très nombreuses informations de la plus haute importance, renseignements psychologiques ou techniques, qui nous donneront l'avantage et nous permettront de gagner la guerre. Jacques Neria, qu'est-ce qu'on a pu apprendre grâce à ces interrogatoires et à quel point est-ce qu'ils sont critiques, ils ont été critiques pour la suite des opérations? Il faut comprendre que quand on prend quelqu'un qui était en liberté et on le met dans un état de choc, il ne faut pas presser trop pour pouvoir recevoir le jus du citron. C'est simplement c'est une séquence qui est presque, je dirais, normale et qui est donc adressée par le Shabak, mais aussi par des unités de l'armée qui se spécialisent dans ce genre d'interrogatoire. Ce qu'on peut trouver, c'est une marche en arrière, savoir comment toute l'opération s'est passée et qu'est-ce qui était en fait programmé à l'avance, les postes de commandement, les informations pointues sur les endroits où les fortifications du Hamas par-ci, par-là, qu'est-ce qu'il connaît, quels sont les noms de ses chefs, tout cela c'est un vrai trésor et cela ne pourra être obtenu que dans les premières heures de la détention. Donc le fait de leur faire entendre la musique, c'est comme la célèbre torture chinoise, c'est les gouttes d'eau sur le front, exactement la même chose. Donc de ce point de vue-là, ils sont là dans une atmosphère et puis ils voient le démon en personne. Nous sommes des démons. Et il les voit pour la première fois de sa vie en face, à moins d'un mètre de lui, et il tremble de peur. Il tremble de peur et automatiquement, il avoue ce que nous voulons écouter. Il faut faire attention de recouper l'information parce que l'information qu'il peut nous donner, c'est une information qui est fausse. Et tout simplement pour se dédouaner. Donc il y a beaucoup d'éléments ici de psychologie, mais aussi je dirais de profiter de l'état dans lequel le terroriste se trouve, un état de peur et je dirais il tremble devant vous et vous êtes en train de le rassurer pour pouvoir recevoir de lui l'information qu'il faut. On ne peut pas espérer obtenir d'autres informations ultérieurement. Non, on ne pourra pas obtenir par exemple de ces terroristes-là des informations stratégiques sur la façon donc de comment Sinwar ou comment Mohammed Deif compte continuer le combat contre Israël, mais par contre on pourra entendre des plans pratiques, des tactiques sur le terrain. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir